Bonjour, je suis Zaou Maklouf, infirmière en service de médecine intensive et de réanimation au CHU de Saint-Étienne. Tout d'abord, merci au congrès de réanimation du CREUF pour l'invitation. Donc, dans la continuité des sujets abordés précédemment, je vous propose de poursuivre avec moi sur les sédations en fin de vie. Nous n'avons aucun conflit d'intérêts. Donc, la présentation s'articulera en 5 points. Alors, tout d'abord, le cadre législatif, où nous aborderons quelques définitions. La sédation profonde et continue, pour quel patient? Quelle en est la procédure? Comment la mettre en place? Et enfin, je terminerai avec un exemple, un cas concret que l'on a eu dans notre service de réanimation. Alors, concernant le cadre législatif, un petit historique. En 1947, le premier code éthique et médical a été réalisé par Nuremberg. Puis, il y a eu la loi du 9 juin 1999 par le sénateur Neuwirth. C'est une première loi qui visait à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. Puis, la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui a permis de mieux prendre en compte les droits des malades. Le patient doit avoir un consentement libre et éclairé des actes et traitements qui lui sont proposés. De fait, le médecin a un devoir d'information qui peut mettre en jeu sa responsabilité si tel n'a pas été le cas. Le 22 avril 2005, la loi dite loi Leonetti, une loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Le refus de l'obstination déraisonnable est inscrit dans la loi. Donc, pour définition, un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie, avec une possibilité de limiter ou d'arrêter un traitement considéré comme de l'obstination déraisonnable. Il y a ensuite le plan national 2015-2018. C'est un plan qui concerne le développement des soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie. Ce plan donnera lieu à une grande évolution de la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016. Les apports de la loi Claes-Leonetti, ses principales dispositions sont les suivantes. Il y en a 4. Tout d'abord, elle donne davantage de poids aux directives anticipées, les rendant contraignantes. Ensuite, elle renforce le rôle de la personne de confiance. Puis, elle désigne la nutrition et l'hydratation comme des traitements et non des soins. Et enfin, elle instaure un droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès sous certaines conditions. Quelle est la différence entre sédation proportionnée et sédation profonde et continue jusqu'au décès? Alors, la sédation proportionnée a pour objectif de soulager un symptôme, alors que la sédation profonde et continue jusqu'au décès a pour objectif d'obtenir une alternation de la conscience maintenue jusqu'au décès. La sédation proportionnée peut être profonde ou légère, temporaire ou jusqu'au décès, et peut entraîner un double effet, alors que la sédation profonde et continue jusqu'au décès est, par définition, nécessairement profonde, nécessairement maintenue jusqu'au décès, et n'a pas de double effet du fait de l'objectif recherché. La mise en place d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, oui, mais pour quel patient? On va le retrouver dans 3 situations. La première situation, c'est à la demande du patient, lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au traitement. Le plus souvent en service conventionnel, par exemple une tumeur au-delà de toute ressource, douleur métastatique, ou alors une situation au-delà de toute ressource thérapeutique, douleur psychique formulée par le patient. La deuxième situation, toujours à la demande du patient, lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable décide d'arrêter un traitement qui engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. 3 exemples, l'arrêt de la VNI chez un patient en insuffisance respiratoire aiguë, l'arrêt de la dialyse chez un patient anurique ou encore l'arrêt de la nutrition et ou de l'hydratation. La troisième situation,
est lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté. Ce cas de figure, on le retrouve le plus souvent en réanimation, par exemple l'extubation d'un patient en encéphalopathie post-anoxique irréversible, ou alors sur un arrêt de la noradrénaline chez un patient qui est en état de choc. Il y a 3 points communs à toutes ces situations. Le pronostic est engagé à court terme, la sédation accompagne le décès mais n'est pas à l'origine de la cause qui place le patient en fin de vie. Ensuite, c'est la décision du patient qui prévaut, à défaut celle de sa personne de confiance. Et enfin, selon la formule de Jean Leonetti, dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. Quelle procédure suivre ? Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article inscrit ci-dessus. La procédure collégiale indique le respect de la volonté du patient par les directives anticipées ou alors à travers la personne de confiance ou encore de ses proches. La concertation avec les membres de l'équipe de soins, l'avis d'au moins un médecin consultant extérieur, l'avis de l'autorité parentale pour les mineurs ou tuteurs pour les majeurs protégés, une information de la personne de confiance et des proches, et que ce soit notifié dans le dossier. Comment la mettre en place ? Une fois la décision prise, les modalités de mise en place et d'accompagnement des proches est cruciale, car les derniers jours, les dernières heures de vie du patient ont une grande importance pour les proches. Il faut s'assurer que toute l'équipe soignante est informée, préciser le moment de la mise en place de la sédation avec les proches, s'assurer que la volonté du patient est respectée, s'assurer que les souhaits de la famille sont respectés également, permettre aux proches d'être présents sans contrainte d'horaire et de nombre de personnes. Dans notre service de médecine intensive et de réanimation au CHU de Saint-Étienne, nous avons tous les mardis à 13h30 une réunion éthique pluridisciplinaire, qu'on appelle le staff éthique, où sont conviés les infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinés, cadres, secrétaires, médecins, internes et externes. Chacun peut proposer d'aborder tel ou tel patient. Lors de ce staff éthique, il y a une prise de décision du niveau d'engagement thérapeutique. Soit nous partons sur un engagement maximal, soit une marche en avant, une limitation des thérapeutiques actives ou l'arrêt thérapeutique. Cette décision est notée sur ces 2 feuilles que nous retrouvons dans le service en accès libre dans un classeur. Je vais vous parler de Monsieur C, un cas concret, un patient que nous avons eu il y a quelques mois, un patient de 71 ans, qui a été admis chez nous le 23 novembre pour une pneumopathie fibrosante. Il a été intubé, puis trachéotomisé. Malheureusement, aucun espoir de sevrage. Il y a eu de nombreuses discussions au staff éthique sur la légitimité de la poursuite des traitements, de nombreuses discussions avec la famille sur le pronostic. À partir du 1er février, M. C exprime son souhait d'arrêter les traitements. À plusieurs reprises, avec plusieurs interlocuteurs, dans plusieurs situations, le 5 février, lors du staff éthique, une décision collégiale est prise d'arrêt des traitements. On présente la décision au patient et à sa famille. On explique ce qu'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. On recueille les souhaits du patient et de sa famille. Sa famille souhaitait être présent pour M. C jusqu'à la fin. Le 9 février, on débute les sédations. Alors midazolam et morphine, qu'on fait en bolus puis dose fixe. On diminue la FiO2 à 21%. Et le 9 février, dans les heures qui suivent, M. C est décédé entouré de sa famille. Il était 12h40. Et il était accompagné du patient... Non. Accompagnement du patient et de sa famille tout au long du processus. Il a été accompagné par sa famille.
En conclusion, l'évolution législative a inscrit d'abord le droit du patient à refuser un traitement, puis le refus de l'obstination déraisonnable, puis la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Elle résulte d'un long cheminement avec le patient et ses proches. Elle n'est jamais précipitée. Elle se fait en parallèle d'un accompagnement du patient et de ses proches. Elle fait partie d'un ensemble de dispositions d'accompagnement en fin de vie du patient et de ses proches. Elle résulte de la décision du patient ainsi que d'une situation de pronostic engagé à court terme. Le patient meurt de sa maladie accompagné par une sédation. Je reprends la phrase « dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ». Et quelle sera sa place dans la perspective d'une évolution de la loi sur la fin de vie ? Merci de votre attention. Merci Isa. Merci beaucoup Madame pour cet exposé clair sur la sédation profonde jusqu'au décès. Donc je ne sais pas, ça va peut-être susciter aussi le débat. Vous avez lancé aussi la dernière phrase, quelle sera sa place dans l'évolution, donc on va voir. Enfin bon, on a matière à discussion néanmoins déjà autour de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc des questions ou des remarques ou des... Par rapport au décès progressif lié à la limitation de la ventilation, le passage en aide inspiratoire, a un intérêt dans le syndrome post-traumatique que va développer la famille. Est-ce qu'auprès des soignants, il y a un mode qui paraît plus naturel, plus doux, ou est-ce que ça a été évalué? Et quelles sont vos pratiques dans vos services? Est-ce que vous privilégiez l'un ou l'autre? Alors, pour nous, tout dépend vraiment de la famille et de ses souhaits, en fait. Certaines familles souhaitent que le proche soit extubé, et parfois pas spécialement. Donc, moi, je ne sais pas s'il y a vraiment des papiers, mais j'avais lu qu'il n'y avait pas d'impact sur la famille, que tu fasses une extubation terminale ou que tu diminues progressivement la ventilation. Pas d'impact. Il y a l'étude AREV qui s'était intéressée à cette question-là. Je ne sais pas si Jean, comme c'est toi qui as conduit l'étude, si tu veux dire un mot dessus, mais... Alors pour dire un mot dessus, donc AREV, c'est une étude qui a été conduite en France, c'était une étude observationnelle, et donc ce qui a montré qu'avec l'extubation, dans les conditions dans lesquelles elle a été réalisée en France, il y avait plus de signes d'inconfort du patient avec l'extubation. Par contre, il n'y avait aucune différence d'impact sur la famille. Par contre, dans les services qui faisaient de l'extubation, il y avait un impact qui semblait favorable sur les soignants. Moins de souffrance au travail en particulier. Attention, c'est une étude observationnelle. Il y avait des études antérieures aussi, dont l'étude dont a parlé Nancy, mais c'était des résultats indirects qui suggéraient que pour les proches, il y avait peut-être un effet bénéfique de voir le patient extubé. Est-ce que c'était retirer la sonde, retirer tout ce qui est corps étranger, etc. Et donc, il n'y a pas vraiment de réponse définitive actuellement sur le sujet. La loi sur la sédation profonde et l'évolution des pratiques font qu'on peut améliorer nos pratiques lors de la prise en charge de ces patients. Et en tout cas, à Nantes, là, on souhaite, on a déposé une étude au PHRC. Ce sera un essai randomisé où on randomisera extubation et accompagnement, avec une procédure de prise en charge palliative versus procédure standard. Il n'y a pas de réponse définitive encore sur le sujet à ce jour. Merci. Moi, ce qui me semble important aussi dans ce que vous nous avez décrit, c'est que on est dans un véritable accompagnement aussi, accompagnement par l'équipe. Pour revenir aussi, pour rebondir sur les autres présentations, c'est pas la sédation, c'est pas simplement un outil, ça s'inscrit vraiment dans quelque chose qui permet aussi aux proches de faire ce deuil aussi.
Donc je pense que ça c'est important parce que même dans le débat qui va s'ouvrir sans doute, on est quand même plutôt dans cet aspect de l'accompagnement de fin de vie et la sédation profonde et continue et simplement la manière de partir, Voilà. mais dans l'accompagnement des proches. Exactement, oui. Excusez-moi, moi je voulais savoir comment ça se passe dans... Pardon, c'est bon, je suis là-haut. Je suis là-haut. Comment ça se passe dans vos équipes? Est-ce que vous arrivez toujours à trouver un consensus tous ensemble, à être d'accord? Comment c'est reçu par l'ensemble de l'équipe, à la fois paramédicale et médicale? Parce que le sujet divise quand même. Quand on n'a pas l'avis du patient, c'est pas toujours évident. Oui, alors après, grâce à nos staffs éthiques, quand même, on arrive à se mettre d'accord assez rapidement. Même si on n'a pas l'avis du patient, on a quand même l'avis de la famille à côté. Il y a de nombreux entretiens famille qui ont lieu donc avec l'interne, le médecin, l'aide-soignant, l'infirmier. Et finalement, on arrive toujours à tomber d'accord. Moi, je suis psychologue à Lyon. C'était une. Je suis là. Mais je vois toujours pas. Ah oui. C'était un peu une remarque, mais je me disais qu'il y avait quand même tout un travail à faire, enfin pas forcément de nous, mais d'information sur ce qu'était vraiment la personne de confiance et les directives anticipées. Je trouve qu'il y a encore pour beaucoup de familles l'impression que ça leur donne un pouvoir complet de décision et un amalgame qui peut être assez vite fait avec l'euthanasie. Donc il y a, je trouve, un grand travail pour revenir à la question de la communication et d'explication sur ce que c'est. Et puis je rappelais d'une situation où on a eu pour le coup l'inverse, c'est-à-dire une famille qui tenait absolument à faire appliquer les directives anticipées du patient, alors que pour nous, on considérait qu'elles ne s'appliquaient pas dans cette situation. Donc on a eu un conflit, on va dire, inattendu, mais plutôt à l'inverse, où on essaye d'habitude de faire passer l'idée qu'on va finir par arrêter les soins. Et là, c'était plutôt l'inverse, où nous, on voulait continuer parce qu'on trouvait que ça ne s'appliquait pas. Et ça a été très compliqué avec la famille, quoi. Donc, je ne sais pas si d'autres qui ont vécu cette situation. Mais... Et du coup, vous avez appliqué les directives anticipées ? Non, justement, pour nous, elles étaient opposables. Elles ne s'appliquaient pas à la situation. Et la famille brandissait le document en disant si, il faut arrêter les soins. Voilà, on est dans de l'acharnement et nous, on considérait qu'on n'y était pas, en fait. Alors, dans le service, et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, mais c'est très souvent que la famille, lorsque le patient est intubé et qu'il peut pas s'exprimer, la famille a l'impression que c'est à eux que revient la décision, alors que voilà, on insiste en disant que c'est une décision collégiale, une décision médicale, et que voilà, il ne faut pas qu'ils aient ce sentiment après de culpabilité en se disant on a décidé qu'on arrêtait, voilà. Et ils arrivent à l'entendre. C'est difficile, mais voilà, on insiste vraiment sur le fait que c'est une décision médicale et qu'en aucun cas c'est la famille qui décide de la mort du proche, quoi. Et après, est-ce que la famille avait bien compris la situation? Parce que c'est vrai que les directives anticipées, ça leur donne un appui sur la prise de décision. Alors, est-ce qu'ils avaient bien compris le contexte? Est-ce qu'ils étaient au clair avec la situation? Oui, c'était très clair. Mais du coup, ça fait écho à votre question tout à l'heure, comment on fait pour désamorcer les situations compliquées. Je pense que en fait, l'origine, les raisons de l'hospitalisation en réanimation sont extrêmement importantes et éclairent énormément pour comprendre tous les enjeux. Et là, je pense qu'il y avait beaucoup de colère et de culpabilité. Enfin, c'était un hospice post-chirurgie. Et ça s'expliquait comme ça. Mais non, je pense qu'ils avaient très, très bien compris, hein, en l'occurrence. Mais c'était surprenant, quand même. Oui. C'est la dernière question. Je suis là.
Bonjour, je suis interne en réanimation au Puy-en-Velay. Moi, j'ai été confrontée au cas inverse, justement, où on avait une patiente qui était qui était vraiment en fin de vie. On était dans une situation pratiquement d'acharnement thérapeutique, où toute l'équipe médicale était d'accord pour arrêter les soins. Et par contre, il y avait la famille qui poussait pour qu'on persévère. Et j'ai pas la fin de cette histoire, mais ça dure depuis... je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais du moins, quand moi je suis partie du service, ça faisait déjà 10 jours qu'on était dans cette situation. Et du coup, ma question, c'est là, est-ce que vous avez des solutions pour pour mieux aborder le sujet avec la famille, pour que le message passe mieux? Et après, si on décide quand même sur la décision collégiale de faire la sédation terminale, est-ce que l'équipe médicale est répressible au niveau de la loi parce qu'elle n'a pas écouté la famille? Je ne sais pas si c'était très clair. Le professeur Guillaume Thierry va répondre à votre question. Ah bah zut, alors, il faut que je réponde. Non, bah ça, c'est des situations qui sont compliquées. Nancy l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que dans ces situations-là, il faut faire intervenir quelqu'un d'autre pour débloquer la situation. C'est-à-dire que quand une équipe tourne en rond avec une famille avec qui la discussion ne devient pas possible, il faut externaliser la décision. Et ensuite, je ne sais pas très bien juridiquement, je pense que juridiquement, on est dans les clous de la loi si on borne absolument la décision. Je pense que c'est un peu casse-gueule aussi d'être frontalement opposé à une famille. Moi, je ne connais pas assez bien les recours juridiques que peut avoir une famille pour ça, mais je pense que c'est un petit peu compliqué. Donc, avant de se retrouver frontalement dans des soucis juridiques avec une famille, il nous est arrivé, très rarement, mais c'est arrivé, de transférer le patient dans un autre service en disant vous repartez, vous faites un reset avec une autre équipe et puis vous repartez. Et inversement, de recevoir des patients d'une autre équipe avec qui finalement ça se passe mieux. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, on conclut sur encore une fois l'écoute et l'écoute et le dialogue finalement, qui pour dénouer finalement ces problématiques-là. On voit dans l'immédiat, on voit que ça. Hein. Et c'est d'où finalement une anticipation aussi et sans doute aussi un travail en amont. C'est sûr que si les choses arrivent à ce point de crispation à la fin, on va dans l'impasse. C'est évident. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les orateurs et merci à vous tous.